Bonjour, 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 nos très chers futurs bacheliers. إن شاء الله تكونوا الكلكم بخير، عيدكم مبروك، سنين دايمة، ناس الكل هكايا. Bonjour Madame Salwa. Bonjour, bonjour Samaya. Bonjour. مرحبا بك et يعيشك bienvenue merci madame. parmi nous et bon retour parmi nous. Merci madame يعيشك. سنين Donc, دايما إن شاء الله. عايشك دونك الاولاد والبنات سيي كيف ما نقولوا احنا سيي لي شوز بدات تكبس الامور عنا دونك كيف ما كملنا احنا عملنا لا ريفيزيون عربيه كملناها لونجلي كملناه شامل تامل وعملنا زاد لا ريفيزيون انتيليجونت افيك سي معز باش نكملوا لي 4 سيمين مع مدام سلوى دونك سيف ذا ديت كل 4 عشيه من 3 ل 5 باش يكون عندنا اون سيونس دو ريفيزيون مع مدام سلوى. Bien sûr, tous les vidéos اللي enregistrées pour les révisions تاع الباشوليي باش يقعدوا على الباج فيسبوك نتاعنا باش الاولاد كي تستحقوا ترجعوا وتراجعوا وتعملوا لا ريفيزيون نتاعكم au fur et à mesure. وزيدوا تبعونا على خاطر مش كان on va pas faire que la formation نتاع الفرنسي باش نزيدوا نعملوا لكم d'autres révisions اللي باش يكونوا مفيدين ليكم برشا برشا برشا. احنا معاكم اسياك معاكم les corps enseignants نتاعنا الكوليكيه اللي عملوا لكم الريفيزيون اللي encore avec vous. تستحقوا اي حاجه نيزيتي با نو كونتاكتي عندكم الفيسبوك نتاعنا اللي هو اس اكس فاكس عندكم الانستغرام كيف اس اكس فاكس نيميرو تليفون نتاعنا 29 717 668 اللي يجيكم منه لي ميساج ولا نكلموكم منه كيف الواتساب دونك لي مويان دو كومونيكاسيون الكل عندكم بركه عملونا فاتنو سيني باش تقولوا لنا انتم مستحقين هيك الحاجه اون لو فورا افيك بليزير بور فو هذاك لو رول نتاعنا للي فوتور باشولي ليكم انتم كيف ما نقولوا نعاودوا نقولوه وربي ينجحكم وان شاء الله لو 26 جويي الكلكم بقدره ربي ناجحين دونك إن شاء الله. كيف ما كانت الفورماسيون نتاع لونجلي والعربي ولا ريفيزيون انتيليجونت كانوا فرحانين بها برشا باش جو في سيدي لا بارول ا مدام سلا باش تكمل لنا الفرنسي باش تعمل لنا اون بتيت ريفيزيون على اللي شفناه المره الفايته وباش تقدم لنا عاد حاجات جدد اللي تشوفوهم اليوم. Alors, à moi la parole, Tawa, je suppose. Hein? Merci. Alors, bienvenue parmi nous. Inch'Allah, comme Mabrouk, Inch'Allah, تكونوا مرتاحين وفرحانين وإنشاء vous avancez bien dans vos révisions. Donc, la séance, les faits, شفنا فيها des leçons de conjugaison. On a traité tout ce qui est subjonctif, conditionnel, et on a vu un tout petit peu par rapport au procédé d'écriture, tout particulièrement la comparaison et la métaphore. Alors, la séance prochaine, Inch'Allah, on va mettre l'accent sur les exercices qui portent sur comparaison et métaphore, puisque comme les procédés d'écriture et les donc sur lequel le programme de français pour les filières scientifiques met l'accent sur métaphore et comparaison. Donc, on va faire des exercices sur comment relever comparaison et métaphore, quelle est la différence entre les deux, et comment vous êtes supposé les repérer dans un texte. Donc, ça, c'est pour la séance prochaine. Par contre, pour aujourd'hui, comme vous le savez, fait le programme comme le discours apporté, il y a le discours direct, discours indirect et le discours indirect libre. Donc, les parties un petit résumé à le cours. Je le discours direct, je les signes de le discours direct, pardon, le discours indirect du texte. Le discours indirect libre, comment les relever? C'est un petit résumé, le nécessaire de nécessaire, qui fait comment je fais la différence entre les trois types de discours. Et par la suite, bien évidemment, on va travailler ça à l'aide de ce qu'on appelle la grammaire intégrée. Je monte à la grammaire intégrée. On a fait l'exercice de Talbec, on va vous proposer des exercices qui portent sur grammaire, sur conjugaison, sur, je prends l'exemple sur les discours apportés. On ne va pas, par exemple, vous donner des phrases pour vous dire vous avez cette phrase, par exemple, transcrite là au discours indirect, au discours direct. Par contre, ce qu'on va vous demander de faire, c'est que à partir d'un texte, on va vous demander de, par exemple, relever le discours direct. On va vous demander de relever le discours indirect. On va vous dire, l'emploi du discours indirect. Généralement, les auteurs, ils font appel au discours indirect. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va présenter un petit résumé du cours et par la suite, un texte, Madame Soumaya Mabravna,
qu'on va lire et sur ce texte-là, on va travailler sur le discours rapporté, direct, indirect et indirect libre. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, à l'expression écrite, on va travailler sur la méthodologie de rédaction d'un plan dialectique. Et les thèse, antithèse, synthèse. Donc, on commence tout de suite par le premier document. C'est partagé, Madame Soumaya? Normalement, c'est bon, c'est partagé. D'accord, très très bien. Donc, vous avez devant vous, on a un petit... Oui. Très très bien. C'est bon. Très très bien. Alors, super. Donc, je suppose qu'après, grâce à Madame Soumaya, vous allez pouvoir récupérer les documents en forme par email ou je ne sais pas. L'essentiel, c'est pour vous. Ça, c'est pour votre rédaction. C'est le résumé de votre cours par rapport au discours rapporté. Alors, donc, vous allez me suivre petit à petit. Alors, généralement, l'auteur, lorsqu'il souhaite présenter des points de vue sur une réalité, il dispose de pas mal de procédés pour rapporter les paroles des personnages. Donc, selon le souci que le narrateur représente, pour faire ressentir le caractère d'authenticité des paroles, ou bien de mentionner l'état d'esprit de son personnage, il adopte le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Donc, en tout et pour tout, ce qu'on appelle un discours rapporté, c'est un procédé qu'utilise le narrateur pour transmettre les paroles de ses personnages, pour les faire parler. Donc, il y a trois types de discours rapportés. On a le discours direct, on a le discours indirect et on a un discours indirect libre. En ce qui concerne votre programme, vous n'êtes pas censé trop vous focaliser sur le discours indirect libre, parce que c'est un discours qui est souvent présent dans les textes littéraires utilisés par les auteurs du 18e et du 19e siècle. Par contre, vous êtes censé plus vous focaliser sur le discours direct et sur le discours indirect. Alors, il y a pas mal de références sur lesquelles on pourra mettre l'accent pour faire la différence et pour relever le discours direct et le discours indirect. Donc, on va commencer tout d'abord par le discours indirect, qui fait quand je lis le texte, comment je peux distinguer entre discours direct et discours indirect. Le discours direct, on commence tout de suite par le discours direct. Donc, on utilise le discours direct, c'est vouloir citer telles qu'elles sont les paroles du personnage. C'est-à-dire, quand le narrateur cite les citations ou bien cite les paroles du personnage telles qu'elles sont, il va utiliser le discours direct. Donc, le discours direct, c'est pour vouloir citer telles qu'elles sont les paroles d'une personne, les paroles d'un personnage. Donc, dans ce cas, le lecteur reconnaît ce discours à travers plusieurs indices. Donc, quand vous êtes lecteur, vous allez pouvoir repérer le discours direct, premièrement, à travers le verbe déclaratif. Donc, vous avez une parole qui est annoncée à travers un verbe déclaratif. Exemple, dire, écrire, répliquer, annoncer, répondre, affirmer, murmurer, qui veut bien évidemment qui peut procéder ou suivre la citation ou bien être intercalé. On va voir les exemples par la suite. Donc, vous avez toujours pour le discours direct un verbe déclaratif. Le deuxième point, le verbe déclaratif précède la citation de deux points, c'est-à-dire vous avez les deux points et vous avez le guillemet. On appelle ça les procédés de ponctuation. Donc, vous avez pour le discours direct, toujours une ponctuation. Vous avez les deux points et vous avez les guillemets qui ouvrent et qui ferment la parole du personnage. Vous avez bien évidemment le nom ou bien le pronom avec lequel on désigne le personnage. Lui, elle, on, bien évidemment on, donc le nom ou bien le pronom désignant la personne dont on rapporte les paroles et le sujet de ce verbe. C'est-à-dire que le pronom personnel ou bien le nom de la personne, c'est toujours le sujet du verbe déclaratif. Aussi, vous avez le tiré qui peut annoncer une prise de parole ou bien l'alternance de répliques dans un dialogue. Bien évidemment, lorsque vous avez un dialogue, vous avez toujours les tirés qui sont avant les répliques. Voilà. Concernant les indices de temps et de lieu, pour les indices de lieu, ils sont souvent liés au moment où la phrase a été prononcée par le personnage lui-même. Je vous donne un exemple. Demain, j'irai voir un autre film, ajouta
Paul. Donc, Paul, c'est le nom de la personne qui prononçait ces paroles. Ajouta, c'est le verbe déclaratif. Vous avez les deux guillemets qui ouvrent et qui ferment la réplique. Et vous avez demain, c'est bien évidemment le temps qui est lié à la situation d'énonciation du personnage. Pour le temps, voilà, il se réfère au moment où les personnages parlent. À notre exemple, Paul dit « Je suis allé au cinéma hier avec Elodie, je suis encore tout ému. » Donc, pour le discours direct, pour faire simple comme bonjour, comme on le dit, le discours direct, ce n'est pas le narrateur qui parle. Par contre, le narrateur laisse la place au personnage pour parler lui-même. C'est-à-dire, vous avez toujours l'impression que le personnage parle. Donc, on a une rupture avec le récit et on a l'introduction des paroles des personnages. Donc, le discours direct, c'est toujours le personnage lui-même qui parle. Vous avez les verbes déclaratifs, vous avez la ponctuation, les deux points, les guillemets. S'il s'agit d'un dialogue, vous allez trouver toujours les tirets. Et pour les indicateurs de temps et de lieu, c'est toujours lié au temps d'énonciation du personnage. Alors, j'espère que c'est clair jusque-là. Donc, vous allez avoir les exemples. On va observer les procédés. Alors, le premier exemple, un spécialiste, Gérard Vigier, a écrit le verbe déclaratif, deux points, ouverture de guillemets, en apprenant à lire, l'individu, on l'aide à naître et à s'épanouir. Le premier exemple, voilà, donc un spécialiste, Gérard Vigier, ici le personnage, il est dénoté avec son propre nom, a écrit le verbe déclaratif écrire, deux points, les guillemets, en apprenant à lire à l'individu, on l'aide à naître et à s'épanouir, fermeture de guillemets. Donc ça, c'est le personnage qui est en train de parler lui-même. Un autre exemple, c'est-à-dire une autre reformulation du discours direct du personnage, en apprenant à lire, vous avez bien évidemment les guillemets, même si le verbe déclaratif il est placé au milieu de la phrase, puisque c'est une parole du personnage, on a toujours les guillemets, donc vous avez les guillemets, en apprenant à lire à l'individu, virgule, écrit Gérard Vigier, on l'aide à naître et à s'épanouir. L'hné, le deuxième exemple, une reformulation, le verbe déclaratif et le nom du personnage sont cités au milieu de la phrase. Troisième reformulation, toujours les guillemets, en apprenant à lire à l'individu, virgule, on l'aide à naître et à s'épanouir. Fermeture des guillemets, écrit Gérard Vigier. Donc, c'est pratiquement la même reformulation du premier exemple. Par contre, le premier exemple, le nom du personnage et le verbe déclaratif sont placés au début de la phrase. Par contre, dans le troisième exemple, le verbe déclaratif et le nom du personnage sont placés vers la fin de la phrase. Alors, à quoi ça sert le discours direct? Si jamais, par exemple, on vous pose la question dans le texte ou bien dans l'exercice pour voir si vous faites la distinction entre le discours direct et le discours indirect. Donc, généralement, le discours direct permet de donner de la vivacité à un récit en donnant directement la parole au personnage. Donc, le discours direct, déjà, on va avoir une interruption avec le récit, on va avoir les paroles ou bien le dialogue, même une seule parole, donc interruption avec le récit, et ceci dans le but de donner plus de vivacité au récit en donnant directement la parole au personnage en question. Donc, ça, c'est pour le discours direct. C'est très simple comme bonjour. Vous mettez toujours l'accent sur la ponctuation où vous avez la ponctuation, les deux points, les guillemets, le verbe déclaratif. C'est le personnage. Chaque fois où vous trouvez que le personnage est lui-même en train de parler, ça, c'est un discours direct. Par la suite, vous allez voir avec l'exercice la différence. Vous allez pouvoir repérer avec plus de détails dans le texte qu'on va voir par la suite. Donc, on va passer directement avec le discours indirect. C'est le résumé du cours qui va vous permettre de connaître les détails du discours indirect. Voilà. Alors, donc, quant au discours indirect, ce n'est pas difficile. Alors, le discours indirect, il est utilisé de manière assez subtile. En fait, ça nécessite une reformulation des propos des personnages, c'est-à-dire cette transposition du discours
direct au discours indirect, elle implique bien évidemment certains changements au niveau de la grammaire, au niveau des temps et des lieux, au niveau de la construction de phrases. Donc, le discours indirect, on a le discours direct, c'est la personne ou bien c'est le personnage qui est en train de parler par lui-même. Par contre, le discours indirect, c'est comme si on va prendre les paroles de ce personnage-là et on va les introduire, c'est-à-dire le narrateur, il va introduire les paroles du personnage, il va les reformuler avec ses propres mots. Donc, utiliser le discours indirect, c'est reformuler les propos de quelqu'un ou bien de l'un des personnages dans ses propres mots. C'est-à-dire, le narrateur, c'est à lui de reformuler les répliques d'un personnage. Donc, cette transposition du discours direct يكون البرسوناج يحكي هو au discours indirect implique des transformations grammaticales mineures qui marquent le changement d'énonciation. Dans le discours direct, on a l'énonciation du personnage. Dans les discours indirects, on a l'énonciation du narrateur. Alors, en tant que lecteur, comment vous allez être capable de reconnaître un discours indirect? Bien évidemment, avec plusieurs points. Premier point, il est énoncé par l'emploi d'un verbe déclaratif. Comme pour le discours direct, vous avez le verbe dire, répondre, estimer, affirmer. Par contre, il n'y aura pas de ponctuation. On aura toujours les deux points, les guillemets, pour ouvrir la parole pour le personnage. Cette fois-ci, il n'y aura pas à avoir de ponctuation parce que le dialogue ou bien la réplique du personnage va être directement enveloppé dans le récit. Donc, les paroles sont rapportées sous la forme, pas de ponctuation, mais d'une subordonnée introduite par le subordonnant que, si la subordonnée est déclarative, affirmative ou bien négative. Vous allez avoir des exemples. Donc, les paroles sont reportées ou bien par une subordonnée introduite par le subordonnant que, ou bien par une subordonnée introduite par un mot interrogatif, si, combien, quand, si sur la subordonnée, elle est interrogative. Et troisièmement, elle est introduite d'un verbe à l'infinitif, introduit par la proposition de. Si l'on veut donner un verbe déclaratif d'un caractère impératif, proposer, ordonner, demander, suggérer, voilà. Donc, je vais vous donner des exemples. Vous allez voir le premier exemple. Donc, observons les indices. Madame Soumaya? Voilà. Donc, vous avez les trois exemples. Ça va, ça va. Donc, vous avez trois exemples. Le premier exemple, observons les indices dans les subordonnées suivantes. Certaines personnes, par exemple, ou bien certains, disent à leurs enfants qu'il faut lire vite pour bien lire. Donc, une subordonnée déclarative introduite par le subordonnant que. Donc la parole des parents, on va dire, les paroles disent à leurs enfants, deux points, ouverture des guillemets, il faut lire vite pour bien lire. C'est un discours direct. Par contre, au discours indirect, vous allez trouver la phrase telle qu'elle est ici. Certains disent à leurs élèves qu'il faut lire vite pour bien lire. C'est-à-dire, les paroles des parents ou bien les paroles des professeurs, elle est introduite sous une forme indirecte. Deuxième exemple. Certains me demandent pourquoi il faut lire vite pour bien lire. Là, on a une subordonnée interrogative avec le mot interrogatif pourquoi. Donc ça, c'est un discours indirect. Le troisième exemple, certains suggèrent de lire vite pour bien lire. Donc, là, on a un discours indirect introduit par un verbe déclaratif qui est suggéré. Donc, dans les trois exemples, il y a toujours des verbes ou bien des propositions qui impliquent la parole ou bien qui proposent la parole. C'est-à-dire, il y a une parole qui a été transmise ou bien qui a été transformée d'un discours direct à un discours indirect. Donc, ça, ce qui concerne le discours indirect. Le changement de l'énonciation quand on passe du discours direct au discours indirect a pour effet que ce n'est plus la même personne qui parle, c'est-à-dire ce n'est plus le personnage lui-même qui parle. Ainsi, puisque quelqu'un parle au nom d'une autre personne, ce n'est plus le même temps ni le même lieu, c'est-à-dire même les paramètres de temps et de lieu vont changer. Ce changement est marqué par des transformations grammaticales de l'énoncé.
Alors, j'espère que c'est clair jusque-là. Je vais répéter. C'est peut-être un peu confus pour certains. Donc, le discours direct, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est les personnages qui parlent eux-mêmes, c'est-à-dire le narrateur, il arrête le récit pour donner la parole au personnage. Donc, c'est le personnage qui parle par lui-même. Vous avez la ponctuation qui induit la parole, les deux points, les guillemets, ainsi de suite, le verbe déclaratif. Pour le discours indirect, ce n'est plus le personnage qui parle lui-même, c'est le narrateur qui transmet la parole du personnage. Donc, ce qui implique certains changements. Donc, pour repérer le discours indirect, vous avez toujours le verbe déclaratif, dire, répondre, suggérer, affirmer, proposer, assumer, estimer, ainsi de suite. Donc, tous les verbes déclaratifs qui proposent la parole. Et le discours indirect, il peut être présenté au discours indirect, non pas par les guillemets comme au discours direct, mais à travers les subordonnées. Les subordonnées introduites par le subordonnant que, comme dans le premier exemple, certains disent à leurs élèves qu'il faut lire vite pour bien lire. Le deuxième exemple, par une subordonnée introduite par un mot interrogatif, si, combien, quand, pourquoi. Si la subordonnée est interrogative, comme le deuxième exemple, certains me demandent pourquoi il faut lire vite pour bien lire. Donc, c'est une subordonnée interrogative. Et le dernier exemple, c'est quand le discours indirect est présenté par un verbe infinitif introduit par des propositions de, par exemple, comme le troisième exemple, certains suggèrent de lire vite pour bien lire. Donc, vous avez le que, le pourquoi et le verbe suggérer qui est un verbe déclaratif qui induit une parole. Alors, donc, on va observer par la suite les changements grammaticaux qui peuvent survenir pour le temps, pour les lieux et pour la règle des concordances des temps entre le discours direct et le discours indirect. Qui marquons, ce n'est pas les mêmes paramètres de temps et de lieu. Comme lorsque on est face à un discours direct, ce n'est pas la même chose lorsqu'on est face à un discours indirect. Vous avez le premier exemple, les guillemets, je lis, virgule, donc je pense, fermeture de guillemets, m'a dit un jour mon ami Paul. Donc ça, c'est un discours direct, bien évidemment, parce que c'est le personnage qui est en train de parler lui-même. On a le personnage Paul, m'a dit, le verbe dire, c'est le verbe déclaratif, et on a les guillemets qui impliquent un discours direct. Donc c'est le personnage Paul qui est en train de parler. Je lis, donc je pense, m'a dit un jour mon ami Paul. Ça, c'est le discours direct. Lorsqu'on va transmettre la phrase au discours indirect, il y aura certains changements. Donc, c'est le narrateur, par exemple, c'est moi-même qui est en train de dire « Mon ami Paul m'a dit un jour qu'il lisait, donc qu'il pensait ». Là, on va voir la règle des concordances du temps par la suite. Donc, mon ami Paul m'a dit un jour qu'il lisait, donc qu'il pensait. Là, c'est le discours direct. Vous avez le narrateur qui est moi-même, je suis en train de parler de ce que mon ami Paul m'avait dit, m'a dit un jour qu'il lisait, donc qu'il pensait. Et on a le que culant, qu'il lisait, donc, et qu'il pensait. Voilà, donc c'est le subordonnant que. Dans la deuxième phrase, bien évidemment, on note les transformations suivantes. Le subordonnant que, sous la forme et l'idée, on appelle le cuculant, induit les paroles sous forme de subordonnées. Donc, les paroles de Paul, comme étant un personnage à lui-même, sont introduites dans le discours indirect grâce au subordonnant que. Le changement de personne intervient dans les paroles rapportées. Le pronom je devient le pronom il. Donc, ce n'est plus Paul qui parle, mais c'est son ami. La première phrase, on a je lis, donc je pense, c'est Paul qui est en train de parler sur lui-même, sur sa personne. Donc, il emploie le pronom personnel je, le premier pronom du singulier. Mais quand on est face à un discours indirect, ce je, il va se transformer en un il, puisque je suis son ami et je suis en train de relater ses paroles indirectement. Donc, un changement de personne intervient dans les paroles rapportées, puisque je suis en train de rapporter les paroles de Paul. Le pronom je devient un pronom il. Donc, ce n'est plus Paul qui est en train de parler, mais c'est son ami, ou bien c'est le narrateur, ou bien c'est la personne qui est en train de dire ce que Paul avait dit.
Donc, concernant le temps du verbe qui change. Par le présent, le discours direct ramène au moment où les personnages rapportés ont été prononcés. Donc, l'imparfait remplace les faits dans l'ordre chronologique du récit de l'auteur. Voilà, donc c'est le temps des verbes. Par le présent, le discours direct ramène au moment où les personnages où les paroles reportées ont été prononcées. Donc, pour le discours direct, on emploie généralement le présent puisque Paul était en train de dire ceci dans un moment présent. C'est l'énonciation du personnage. Donc, on emploie le présent. Voilà. Et l'imparfait remplace les faits dans l'ordre chronologique. Lorsque je suis en train de rapporter les paroles de Paul qu'il m'avait dit, donc automatiquement, je vais employer l'imparfait. Donc, comme dans la deuxième phrase, mon ami Paul m'a dit un jour qu'il lisait, donc qu'il pensait. Donc déjà, Paul, il a dit cette phrase et moi, je suis en train de la reporter actuellement, dans le moment présent, dans mon moment présent. Il faut faire la différence entre l'énonciation du personnage et l'énonciation du narrateur ou bien de la personne qui est en train de rapporter les paroles. Voilà. Donc, la ponctuation. Plus de 2 points derrière le verbe introducteur de parole. Il n'y a plus de tirés, ni de guillemets, plus de points d'exclamation ou bien d'interrogation. Lorsque le personnage il est en train de parler de lui-même, vous allez trouver les marques de ponctuation. On trouve toujours les 2 points, on trouve les guillemets, on trouve les tirés qui introduisent le dialogue. Par contre, lorsqu'on a changé au discours indirect, dans la deuxième phrase, mon ami Paul m'a dit un jour qu'il lisait, donc qu'il pensait, il n'y a plus les 2 points ont disparu, les guillemets ont disparu et on ne trouvera ni de verbe ni des points d'exclamation, ni des points d'interrogation. Donc, toutes les marques de ponctuation qu'on peut trouver au discours direct, on ne va pas les trouver dans le discours indirect puisqu'elles sont rapportées par le narrateur. On passe par la suite. Concernant les personnes. Alors, pour les discours indirects, bien évidemment, comme on avait dit tout à l'heure, lorsque Paul il était en train de parler de lui-même, il a utilisé le pronom personnel « je ». Mais lorsqu'on est dans le discours indirect, c'est-à-dire ce n'est plus le personnage qui parle de lui-même, c'est une autre personne qui transmet ses paroles. Donc, on doit toujours parler de pronom de personne, c'est-à-dire le troisième pronom, ou bien au singulier, ou bien au pluriel. Donc, les personnes, ce ne sont plus les personnages qui parlent de lui-même, mais ils sont toujours présentés avec la troisième personne, ou bien du singulier, ou bien du pluriel. C'est-à-dire, on va trouver il, elle, on, au singulier, ou bien au pluriel, puisque ce n'est plus les personnes elles-mêmes qui parlent d'elles-mêmes, c'est le narrateur qui est en train de transmettre leurs paroles. Donc, il va utiliser les pronoms personnels du troisième personne. Les indices de temps et de lieu, ils sont modifiés car l'énoncé est coupé de la situation de l'énonciation. J'explique. C'est-à-dire, lorsque le personnage il est en train de parler de lui-même dans une situation bien déterminée, par exemple, je suis allée hier au cinéma. Quand une autre personne va rapporter mes paroles, elle va dire, par exemple, Salwa, elle est partie la veille au cinéma. C'est-à-dire, il y a toujours un changement de moment d'énonciation. Les indicateurs de temps et du lieu, ils sont modifiés car l'énonciation est coupée de la situation de l'énonciation. Ici, vous allez pouvoir utiliser ceci lorsqu'on va vous demander, par exemple, de transmettre une phrase du discours direct au discours indirect. Vous allez trouver par la suite, dans la page suivante, le tableau qui va vous aider à repérer les changements, c'est-à-dire on remplace quel mot par quel mot, du discours direct au discours indirect. Je donne un exemple. Lorsqu'on parle au discours direct et on utilise le terme hier, quand c'est employé, lorsqu'on vous demande de transmettre les paroles au discours indirect, vous devez changer hier par la veille, demain par le lendemain. Pour le temps utilisé, le système des temps dépend du temps dominant dans le récit et donc de celui du verbe introducteur. Je vous donne des exemples. Si le verbe de la parole est au présent, les temps utilisés seront les mêmes que ceux du discours direct. L'exemple, je te fais mourir. Paul
Confie, c'est le verbe confier, employé au présent, à Nathan qu'il est allé au cinéma avec Elodie et qu'il est encore ému. Donc, le verbe de l'énonciation ou bien le verbe déclaratif, il est utilisé au présent. Donc, les verbes qui vont suivre devraient être employés au présent. Le verbe de la parole confier est utilisé au présent. Donc, les verbes utilisés seront les mêmes que celui du discours direct. Donc, si on a le temps présent, on va garder le temps présent. Deuxième exemple, ou bien deuxième cas des temps, si le verbe de la parole est situé au passé, on applique la règle des concordances des temps. Vous allez trouver ça dans le tableau qui suit. C'est des règles à suivre. Paul confia à Nathan qu'il est allé au cinéma avec Elodie et qu'il était encore tout ému. Donc, le verbe de la parole, c'est le verbe confier, mais cette fois-ci, il est employé dans le passé simple à Nathan qu'il est allé au cinéma avec Elodie et qu'il était tout ému. Donc, les verbes qui suivent vont être utilisés ou bien vont être conjugués au passé. Alors, en ce qui concerne la valeur de l'emploi du discours indirect, le discours indirect permet de ne pas rompre avec le fil du récit, car les paroles des personnages en font déjà partie. Je m'explique. Tout à l'heure, j'avais dit que pour le discours direct, il y a toujours une rupture avec le récit. Femme à récit, femme à narration, femme à énonciation. Hop, on va arrêter le récit et on va donner la parole aux personnages pour que eux, ils s'expriment à eux-mêmes. Par contre, lorsqu'on est au discours indirect, vous allez avoir l'impression que les paroles des personnages sont incluses dans le récit. Il n'y a pas cette rupture avec le récit. Les paroles, elles sont déjà enveloppées dans le récit. Donc, le discours indirect permet de ne pas rompre avec le fil du récit, avec le fil de la narration, car les paroles des personnages en font déjà partie et elles sont incluses dans la narration. Les paroles des personnages sont incluses dans la narration. Vous pouvez ajouter ceci à la phrase si vous voulez. Les paroles des personnages sont incluses dans la narration. Alors, on passe pour la règle des concordances du temps dans le discours indirect. Alors, pour ce qui concerne le tableau de la règle des concordances du temps ou bien les modifications des temps et de lieux, ce sont des règles simples que vous pouvez, c'est-à-dire, pour pouvoir bien les employer. Parce que ce sont des règles, qui les règles de grammaire, de conjugaison, d'orthographe. C'est les mêmes règles. On a la règle des concordances du temps. Waqt fait comment dirais-je, le verbe déclaratif, le verbe introducteur, il est en ce temps. Donc, le verbe suivant, il doit être dans ce temps. Donc, ce sont juste des règles à apprendre. Donc, la règle des concordances du temps. Pour passer d'un discours à un autre, c'est-à-dire du discours direct au discours indirect ou bien inversement, parce que par exemple, dans l'exercice, on peut vous demander, excusez-moi, on peut vous demander, comme on va voir par la suite, de relever dans le texte les phrases qui indiquent les discours rapportés, tout court. Les phrases qui relèvent du discours rapporté. Maintenant, quand on vous demande de relever les phrases du discours rapporté, c'est-à-dire discours direct, discours indirect ou discours indirect libre, ce qui n'est pas très répandu. Voilà, donc vous vous concentrez sur discours direct et discours indirect. Par la suite, par exemple, on va vous demander, chaque phrase, cette phrase, elle est au discours indirect, vous allez la transmettre au discours direct ou bien inversement, le discours direct, je discours indirect. Donc, il y a certaines règles à suivre. C'est simple. Donc, je répète, pour passer d'un discours à un autre, du discours direct au discours indirect ou bien l'ordre inverse, il faut veiller à ce qu'on appelle la concordance des temps.
quand le verbe introducteur de parole est au temps passé, voilà, quand le verbe introducteur de la parole est au temps du passé. Entre parenthèses, je vous ai écrit quand il est au présent, c'est-à-dire le verbe de la parole, il est au présent, les temps restent les mêmes du discours à un autre, c'est-à-dire les temps ne changent pas. Vous allez comprendre mieux avec les exemples. Donc, premier exemple, la phrase, elle est au discours direct. Paul affirma, je vais au cinéma. Donc, le discours direct, on a le verbe aller, conjugué avec la première personne du singulier au présent. Donc, le discours indirect, Paul affirma qu'il allait au cinéma. Donc, Paul affirma qu'il allait au cinéma. Donc, au présent, voilà, parfait, imparfait, pardon. Donc, du discours direct, c'est présent. Le discours indirect, ça se transforme en imparfait. Avec Alex, tout à l'heure, on a dit, quand il est au présent, les temps restent les mêmes du discours à un autre. Donc, ça reste le même. Pour le discours indirect, le deuxième exemple, pour le discours direct, pardon, on a le temps de l'énonciation, il est à l'imparfait. Paul affirma, j'étais toute émue hier. J'étais toute émue hier. Le verbe du discours indirect, ça reste à l'imparfait. Paul affirma qu'il était tout ému la veille. Alors ça, on a deux exemples. On a l'indicateur de temps, hier, la veille, et on a l'indicateur des verbes employés, des temps employés. Donc, pour l'imparfait, Paul affirma, discours direct, deux points et guillemets, j'étais tout ému hier. Quand on transforme cette phrase au discours indirect, le temps, c'est l'imparfait. Paul affirma qu'il était tout ému la veille. On passe à la phrase suivante. Madame Soumaya, vous êtes là? Voilà. Donc, non, c'est bon, juste descendez un peu. Non. Voilà, c'est bon. Donc, le troisième exemple, le temps de l'énonciation, il est au passé composé. Paul affirma, on a les deux points, les guillemets, c'est le discours direct. Je suis allé au cinéma hier. Je suis allé au cinéma hier. Donc, le temps de l'énonciation, il est au passé composé. Lorsqu'on transforme cette phrase au discours indirect, le passé composé deviendra un plus que parfait. Avec, bien évidemment, il faut veiller sur les changements des règles grammaticales. Donc, au discours indirect, ça va donner Paul affirma qu'il était allé au cinéma la veille. Donc, le passé composé, il est plus que parfait au discours indirect. Avec, bien évidemment, les règles grammaticales, les indicateurs de temps et de lieu qui doivent changer du discours direct au discours indirect. Donc, Paul affirma qu'il est allé au cinéma la veille. Le quatrième exemple, pardon. Le verbe est utilisé au temps de l'énonciation, il est employé au futur simple. Paul affirma, deux points, guillemets, j'irai au cinéma demain. Donc, on a le verbe aller, conjugué avec la première personne du singulier au futur de l'indicatif. On va transmettre cette phrase au discours indirect. Le futur va devenir un conditionnel présent. Donc, Paul affirma qu'il irait au cinéma le lendemain. Donc, hier, au discours direct, Toili la veille, au discours indirect. Et demain, au discours direct, Toiline le lendemain, au discours indirect. Dans le tableau suivant, vous allez trouver les modifications des indicateurs du temps et du lieu.
شنو يكون عندنا في discours direct شنو يولي عندنا في discours indirect. Les exemples, c'est les exemples les plus concurrents, les plus récurrents, pardon, que vous allez retrouver dans les textes ou bien dans les exercices. Lucie pensait, donc on a un verbe déclaratif. Lucie, c'est la personne, c'est le personnage lui-même. 2 points, les guillemets ou bien les tirets. Je vais faire les courses aujourd'hui. Donc ça, c'est le discours direct. Lucie pensait, je vais faire les courses aujourd'hui. Au discours indirect, Lucie pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là. Donc aujourd'hui, ça, ce sont les règles. Donc, au discours indirect, lorsque vous avez aujourd'hui, je dois aller ce jour-là. Lorsque vous avez fait discours direct hier, dans le discours indirect, tu as la veille. Lorsque vous avez au discours direct demain, lorsque vous transmettez au discours indirect, tu as le lendemain. Je continue déjà. Le deuxième exemple, dans le tableau, le commerçant, lui, a dit, donc le verbe déclaratif, le commerçant, c'est le personnage. 2 points, les guillemets, j'étais livré hier. J'étais livré hier. Ça, c'est le discours direct. C'est le personnage qui est en train de parler. Au discours indirect, les changements vont être comme suit. Le commerçant, lui, a dit qu'il avait été livré la veille. Donc, le commerçant a dit qu'il avait été livré la veille. Donc, nahaw les ponctuations, nahaw les 2 points, nahaw les guillemets. Vous avez le que, le subordonnant que pour introduire la parole du personnage. Le verbe au discours direct, au passé composé. Au discours indirect, walena plus que parfait, qu'il avait été livré. Hier, au discours direct, waletna la veille au discours indirect. Je continue avec l'exemple suivant. Mais il a ajouté 2 points. L'emploi du pronom troisième personne du singulier, donc on a un pronom qui indique une personne, bien évidemment. Mais il a ajouté 2 points, les guillemets. Votre commande n'arrivera que demain. Votre commande n'arrivera que demain. Fermeture de guillemets. Ça, c'est le discours direct. Lorsqu'on transforme cette phrase au discours indirect, ça va donner « mais il a ajouté que sa commande n'arriverait que le lendemain ». Donc, disparition des ponctuations, il n'y a plus les 2 points, il n'y a plus les tirets ou bien les guillemets qui induisent la parole. Par contre, on a le subordonnant « que » qui induit la parole du personnage. Le temps qui a été employé au moment de l'énonciation dans le discours direct, c'était le futur, simple. Le temps n'arriverait, c'est le conditionnel présent. Demain, l'indicateur de temps, toiline au discours indirect, le lendemain. Donc, hier, la veille, demain, le lendemain, aujourd'hui, ce jour-là. Je termine avec le dernier exemple. Il a terminé par 2 points, ouverture de guillemets. C'est le personnage qui est en train de parler. J'espère qu'elle n'arrivera pas que mercredi prochain. J'espère qu'elle n'arrivera pas que mardi prochain. Ça, c'est le discours direct. Au discours indirect, qu'est-ce que ça va donner? Il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'elle n'arriverait que le mardi suivant. Donc, prochain, toili suivant. Donc, il a terminé en lui disant qu'il espérait qu'elle n'arriverait pas que le mardi suivant. Donc, ça, c'est la règle des concordances du temps. Vous avez les 2 tableaux. Le tableau qui parle des règles des concordances du temps, lorsque le verbe déclaratif ou bien le verbe de l'énonciation il est au présent, comme le premier exemple, donc ça va suivre, les temps restent les mêmes d'un discours à un autre, donc tu vois, il est imparfait, et l'imparfait s'adresse à un imparfait,
Le passé composé, ça se transforme en plus que parfait. Le futur simple, ça se transforme en conditionnel présent. Et pour les indicateurs de temps et de lieu, hier, ça donne la veille. Aujourd'hui, ça donne ce jour-là. Demain, ça donne le lendemain. Ou bien mardi prochain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Soit les toujours l'année suivante, la semaine prochaine et voilà, la semaine suivante. Voilà. Donc, ça, c'est pour le discours direct et ça, et pour le discours indirect. Donc, les deux, ce sont les discours rapportés et les programmes dans les baccalauréats de filière scientifique. Ils mettent l'accent sur ça. Voilà. Pour le discours indirect libre, c'est un peu plus compliqué, mais à titre d'information, donc, c'est un discours indirect libre, mais qui est difficile à relever parfois. Donc, je continue. Donc, le discours indirect libre, il est peu utilisé en dehors de certains textes littéraires narratifs. Il marque subtilement un changement de point de vue en glissant discrètement du discours direct à un discours indirect. Donc, le narrateur rend le passage si subtil qu'il est parfois difficile de distinguer si ce sont des paroles rapportées ou bien ce sont des pensées que l'on raconte. Un examen attentif du verbe principal de la phrase et de la cohérence du récit permet de repérer cependant certains indices qui marquent ce type de discours. Donc, comment peut-on relever un discours indirect libre? 1. Le verbe n'est plus un verbe déclaratif, mais c'est un verbe d'action qui suggère indirectement une prise de parole. Dans le discours indirect libre, on ne va pas trouver explicitement un verbe déclaratif. Par contre, on va trouver des verbes, déjà fait l'exercice, vous allez voir un exemple, on va trouver des verbes qui suggèrent déjà une prise de parole. Il n'y aurait pas de support de nom qui annonce des paroles, il n'y aura pas de ponctuation, il y aura une ponctuation qui joue le rôle de prise de parole. Donc, il n'y aura pas de support de nom comme que, comme si, comme pourquoi, et ainsi de suite. Les questions ou bien les exclamations prennent la forme de phrases qu'elle aurait dans le discours direct. L'énonciation est assumée par le narrateur qui utilise alors la troisième personne pour reformuler les paroles du personnage dont il rapporte les propos. Pour le temps, il va adopter le temps de verbe qui convient à la chronologie du récit, donc selon le temps employé au récit. Alors, on peut passer, Madame Soumaya? Voilà, non, juste avant. Voilà. Alors, non. Du point de vue du narrateur. Voilà, du point de vue du lecteur. Voilà. Donc, vous, en tant que lecteur, comment vous allez pouvoir repérer les modalités? Donc, vous allez suivre avec moi ce paragraphe. Le repérage des modalités du discours rapporté, et quand je dis discours rapporté, je parle de discours direct, discours indirect et discours indirect libre, permet de distinguer les différents points de vue exprimés dans un texte. Pourquoi je vous donne ce paragraphe ou bien pourquoi je vous parle de ça? Parce que parfois, dans les compréhensions du texte, dans les questions de langue, lorsqu'on va vous dire relever les discours rapportés ou bien relever 2 ou bien 3 exemples des phrases qui viennent d'un discours rapporté, on va vous dire quelle est la parole, quelle est la valeur du discours indirect libre dans ce passage, ou bien quelle est la valeur du discours indirect, du discours direct court. Donc, vous devez savoir à l'emploi du discours direct, à l'emploi du discours indirect et à l'emploi du discours indirect libre.
Vous devez faire la différence entre l'énonciation du narrateur, l'énonciation du personnage. Le narrateur يحكي, le personnage يحكي. Donc, vous devez faire la différence entre les points de vue du narrateur et du personnage. Le choix du type de discours introduit un croisement de regards, donc un jeu de perspective dont les nuances aident à cerner l'intention du texte. Vous, en tant que lecteur, vous devez donc se montrer attentif au procédé d'énonciation utilisé pour entrer plus facilement dans le jeu de l'auteur. Donc, vous devez comprendre à travers le discours rapporté les intentions du narrateur. Donc, l'emploi du discours direct souligne le parti pris d'objectivité et d'authenticité de la personne qui rapporte les paroles. C'est-à-dire, lorsqu'on s'arrête avec le récit, lorsque le narrateur arrête le récit pour relater directement les paroles des personnages, ça c'est une marque d'objectivité. Le narrateur, il se remet de côté et il laisse ses personnages s'exprimer par eux-mêmes. Donc on appelle ça une partie prise d'objectivité et d'authenticité de la personnage qui rapporte les paroles. Donc il laisse les personnages parler par eux-mêmes. Il donne un texte écrit, quelque chose à la vivacité et l'échange verbal. Donc, il place le lecteur au cœur de la situation. Donc, c'est comme si vous allez entendre par vous-même les personnages qui sont en train de parler ou bien les personnages qui sont en train de faire un échange entre eux sous forme de dialogue ou bien même sous forme de monologue. Lorsque le personnage, il est en train de parler à lui-même. On appelle ça un monologue. Si vous voulez. Donc là, le narrateur, il souhaite vous plonger directement dans l'univers de son récit. Donc, en face à face direct avec le personnage. Le personnage, il est en train de parler à lui-même. Il va vous permettre de rentrer dans la tête de ce personnage, de comprendre plus son état d'âme, son émotion et son esprit. Donc ça, c'est pour le discours direct. L'emploi du discours indirect ou bien le discours indirect libre est un indice de distance vis-à-vis des propos rapportés. Soit qu'il indique que le narrateur ne s'approprie pas des paroles qu'il rapporte, soit qu'il donne un regard extérieur à la scène présentée. Il peut également suggérer que l'idée rapportée demande à être confirmée. Ce que vous devez retenir par contre, c'est que le discours indirect sert à vous plonger directement dans l'état du récit pour comprendre l'intention de l'auteur ou bien pour comprendre l'état d'âme des personnages. L'emploi du discours indirect ou bien le discours indirect libre sert mieux à comprendre la situation de l'énonciation et il fait en sorte de relater les paroles de manière implicite dans le récit. Ce qui importe à ce stade dans la compréhension des textes et dans les examens de baccalauréat, c'est de pouvoir repérer le discours rapporté, c'est-à-dire le discours direct, le discours indirect et le discours indirect libre. Donc, on passe, Madame Soumaya, directement vers l'application. Prière de mettre le texte, s'il vous plaît. Voilà, donc la consigne. Alors, ce qu'on va faire, notre exercice, je vais vous présenter un texte, on va le lire ensemble et on va répondre aux questions suivantes. La consigne. Dans le texte, soulignez les phrases qui correspondent à 8 prises de parole distinctes et numérotez-les. Encerclez les indices qui révèlent qu'il s'agit de discours rapportés. Ça, c'est de 1. Dans la fiche de travail, pour chaque prise de parole, trouvez. C'est-à-dire, fiche de travail. Dans cet exercice, moi, j'ai fait le corrigé de la sorte. Voilà, donc. Donc, la fiche de travail, c'est-à-dire, vous allez tracer un tableau de 8 colonnes et 8 prises de parole. Et pour chaque colonne, on va mettre des indices. Donc, inscrivez les paroles rapportées. On va écrire les paroles. On va les écrire telles qu'elles sont. Deuxièmement, inscrivez les indices qui signalent que ce sont des paroles rapportées et indiquez la nature de ces indices. Troisièmement, identifiez qui parle à qui.
c'est-à-dire qui est l'émetteur de la parole et qui est le récepteur de la parole. Et quatrièmement, déterminer s'il s'agit de discours direct, ou bien de discours indirect, ou bien de discours indirect libre. Alors, Madame Soumaya, on peut commencer avec le texte, s'il vous plaît? Je vais lire. Voilà. Donc, je commence. Donc, vous me suivez. Un habitant téméraire nommé Dumais s'aventure sur la glace avec son cheval et sa voiture malgré les signes de dégâts. La glace craque et l'eau engloutit cheval et voiture. Dumais, d'un bond prodigieux, se retrouve sur la glace, une jambe cassée et appelle au secours. Ce petit paragraphe, on appelle ça le chapeau du texte. Ça vous donne une idée générale sur le texte, ou bien ça représente les personnages les plus principaux, ou bien on appelle ça le chapeau du texte. Donc, Marcheterre, qui connaissait l'état périlleux de la glace crevassée en maint endroit, lui cria de ne pas bouger, quand bien même il en aurait la force, qu'il allait revenir avec du secours. Il courut aussitôt chez le Baudeux, le priant de sonner l'alarme, tandis que lui avertiraient ses plus proches voisins. Ce ne fut bien vite que mouvement et confusion. Les hommes couraient, çà et là, sans aucun but arrêté. Les femmes, les enfants criaient et se lamentaient, les chiens aboyaient, hurlaient, sur tous les tons de la gamme canine, en sorte que le capitaine, que son expérience désignait comme devant diriger les moyens de sauvetage, eut bien de la peine à se faire entendre. Cependant, sur l'ordre de Marcheterre, les uns courent chercher des câbles, cordes, planches et mardilles, tandis que d'autres dépouillent les clôtures, les bûchers, de leur écorce de cèdre et de bouleau pour les convertir en torches. La scène s'anime de plus en plus à la lumière de la séquente flambeaux qui jettent au loin leurs éclats vifs et étincelants. La multitude se répand le long du virage jusqu'à l'endroit indiqué par le vieux marin. Dumais, qui avait entendu avec assez de patience l'arrivée du secours, leur cria, quand il fut à la portée, de se faire entendre, de se hâter, car il entendait sous l'eau des bruits sourds qui semblaient venir de loin vers l'embouchure de la rivière. Il n'y a pas un instant à perdre, mes amis, dit le vieux capitaine, car tout annonce la débâcle. Des hommes moins expérimentés que lui voulurent aussitôt pousser sur la glace, sans les lier ensemble, les matériaux qu'il avait rapportés. Mais il s'y opposa, car la rivière était pleine de crevasses. Marcheterre, qui savait la débâcle imminente d'une minute à l'autre, ne voulait pas exposer la vie de tant de personnes sans avoir pris toutes les précautions que sa longue expérience lui dictait. On passe. Les uns se mettent alors à encorcher à coups de hache les plantes et les mandriers, les autres les liens de bout en bout, quelques-uns, le capitaine en tête, les halent sur la grasse, tandis que d'autres les poussent du rivage. Ce pont improvisé était à peine à 50 pieds de la rive que le vieux marin leur cria « Maintenant, mes garçons, que des hommes alertes et vigoureux me suivent à 10 pieds de distance les uns les autres, que tout pousse de l'avant. » Les deux Marcheterre, le père en avant, le fils à la suite, étaient parvenus à environ 100 pieds de la malheureuse victime de son imprudence, lorsqu'un mugissement souterrain
comme le bruit sourd qui précède une forte secousse de tremblement de terre, sembla parcourir toute l'étendue de la rivière du Sud. Depuis son embouchure jusqu'à la cratère d'où elle se précipite dans le fleuve Saint-Laurent. À ce mugissement souterrain succéda aussitôt une explosion semblable à un coup de tonnerre ou à la décharge d'une pièce d'artillerie du plus gros calibre. Ce fut alors une clameur immense. La débâcle, sauvez-vous, sauvez-vous, s'écriaient les spectateurs sur le rivage. Alors, ça c'est le texte que je vous ai proposé aujourd'hui et duquel on va relever le discours rapporté. Madame Soumaya, vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Alors, juste je vérifie avec vous. Par la suite, vous allez pouvoir leur donner le texte. Parce que la correction directement. Je voulais qu'ils suivent avec moi, bchouaï. Mais par la suite, je le texte. Bien sûr. Et parfois, dans des messages qu'il a par Messenger, oui, les words اللي انت حطيتو. D'accord, نعطيهم الوورد ونعطيك معاهم الكوريكسيون خاطر ما حبيتش نحط لهم ديريكتومون الكوريجي ويقراو معايا حبيتهم يركزوا اكثر كيفاش باش يخرجوا لي ديسكور رابورتي par la suite الكوريكسيون ماهيش بعيده معناها نجم نعطيك الكوريكسيون mais pour le moment je veux qu'il essaye de se concentrer avec moi باش يعرفوا كيفاش يخرجوا le discours rapporté. D'accord. Donc alors je reprends, on va reprendre le texte s'il vous plaît. On reprend le texte tout de suite. Voilà. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Hein. Nous sommes là pour vous, donc posez vos questions et n'hésitez pas. Tant que Madame Salou elle est avec nous. Voilà. Voilà. Donc, la première consigne, qu'est-ce qu'on vous a demandé? Donc, dans le texte, je relis la consigne encore une fois. Dans le texte, soulignez les phrases qui correspondent à 8 prises de parole distinctes. Donc, on va relever 8 discours rapportés, distincts. Donc, on va relever 8 discours rapportés, distincts les uns des autres. On va les énumérer dans un tableau et on va encercler les indices qui montrent que ce sont des paroles rapportées. Par la suite, sur notre fiche, on va les mettre. Vous allez voir par la suite comment j'ai travaillé, comment j'ai opté moi-même. Donc, on va réécrire les paroles rapportées et on va inscrire les indices qui signalent que ce sont des paroles rapportées et on va indiquer leur nature. Par la suite, on va indiquer les personnes, c'est-à-dire qui est en train de s'adresser à qui est l'énonciateur et qui est le récepteur, et on va déterminer s'il s'agit de discours direct ou bien indirect libre. Donc, je recommence. Pour le premier discours rapporté. Donc, marche-terre, je vais vous donner à chaque fois la ligne du discours rapporté. Par la suite, quand vous allez avoir le texte, vous allez numéroter ligne 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Ou directement, quand je vous donne la ligne, c'est-à-dire le nombre de la ligne, directement, le discours rapporté. Alors, donc, marche-terre qui connaissait l'état périlleux de la glace crevassée en maint endroit, lui cria de ne pas bouger. Alors, n'oublions pas, il y a un chapeau du texte qui parle d'un habitant téméraire. Téméraire, c'est un adjectif qui veut dire que la personne, elle n'est pas prudente. Voilà. Donc, marche-terre, qui connaissait l'état périlleux de la glace crevassée en maint endroit, c'est-à-dire en plusieurs endroits, lui cria de ne pas bouger, quand bien même il en aurait la force qu'il allait revenir avec du secours. Donc ça, c'est le premier rapport. C'est le premier discours rapporté. Donc, lui cria de ne pas bouger, quand bien même il en aurait la force. Même il est comme si on vous propose par exemple un tableau où le place vous mettez 3 points de suspension et l'autre partie de la phrase parce que vraiment ça compte vraiment beaucoup là la propreté de votre feuille.
في الباك ما تقولش ها الريبونس صحيحه وكا و جو باس ا اوتر شوز ولا في الريداكسيون دون لو سوجي تبدا تشطب ومن هنا ومن غادي تجاوب صحيح سي كوريكت مي il faut quand même veiller sur la propreté de la feuille ما خصك تكون منظمه ونظيفه. Donc la première phrase, le premier discours rapporté, on va réécrire ne pas bouger quand bien même il en aurait la force, il allait revenir avec du secours. Donc ça, c'est la première parole rapportée, pardon. Donc, et c'est dans la ligne 2. Marche-terre, voilà, si vous pouvez voir, juste après le chapeau. Marche-terre, qui connaissait l'état périlleux de la glace crevassée en maintes produits, lui cria de ne pas bouger. Voilà, quand bien même il en aurait la force, qu'il allait revenir avec du secours. Donc, c'est la ligne 2. Donc, ça commence de la première ligne, la ligne 1. Il lui cria de ne pas bouger. Et jusqu'à la ligne 3, jusqu'à le mot secours. Alors, donc, les indices et leur nature. De 1, nous avons le verbe déclaratif. Cria, c'est le verbe crier au passé simple. Donc, ça, c'est le verbe déclaratif. Les indices de ne pas bouger. Ça, la proposition de. Il lui cria de ne pas faire quelque chose. Il lui affirma de ne pas dire quelque chose. Donc, de préposition et qu'il allait revenir avec du secours. Le que, qu'il allait revenir avec du secours. La deuxième ligne, vers la fin de la deuxième ligne. Donc, les indices, je répète, cria, c'est le verbe crier au passé simple, c'est le verbe déclaratif, de, c'est la préposition, et le que, c'est le subordonnant que. Dans cette parole rapportée, qui est en train de parler à qui? C'est Marche-terre qui s'adresse à Dumay, l'habitant téméraire, dans le chapeau. Donc, un habitant téméraire nommé Dumay s'aventure sur la glace avec son cheval et sa voiture malgré les signes de dégel. La glace craque et l'eau glottit cheval et voiture. Donc, le personnage qui est en question, c'est l'habitant téméraire qui s'appelle Dumay et l'autre personnage qui est en train de lui adresser la parole, c'est Marche-terre. Donc, c'est Marche-terre qui s'adresse à l'habitant téméraire Dumay. Quel type de discours? Bien évidemment, c'est le discours indirect. علاش؟ على خاطر ما عندناش les points de ponctuation. Donc, ce sont des paroles présentées implicitement dans les discours. On n'a pas interrompu le récit. Les paroles de Marche-terre, au lieu de dire Marche-terre cria, ne bouge pas, ne sors pas, ne fais ça, ne fais ça, ne fais ça, on a introduit les paroles de Marche-terre dans le récit. Donc, il n'y a pas de ponctuation. Il n'y a rien de rien. Donc, les paroles de Marche-terre sont présentes de manière implicite dans le discours. On continue. Point. Il courut aussitôt chez le Bodo, le priant de sonner l'alarme, tandis que lui avertirait ses plus proches voisins. Donc, une qofna au secours, quand bien même il aurait la force qu'il allait revenir avec du secours. Point. Il courut aussitôt chez le Bodo. Shkoun courut, c'est le Marche-terre. Virgule. Le priant, c'est le verbe prier, le priant, de sonner l'alarme. Donc, c'est un verbe déclaratif qui suggère une prise de parole. Donc, la deuxième parole rapportée, c'est au niveau de la troisième ligne, le priant de sonner l'alarme, tandis que lui avertirait ses plus proches voisins. Donc, ce qu'on va relever, sonner l'alarme, tandis que lui avertirait ses plus proches voisins. Alors, les indices qui montrent que c'est une parole rapportée, le verbe déclaratif priant, c'est le verbe prier. Je vous prie, par exemple, de bien vouloir m'envoyer vos documents. Voilà. Et
priant de, je vous prie de sonner à l'alarme. Donc, le 2, c'est le deuxième indice, c'est la préposition de. La troisième partie de la question, qui parle à qui dans cette situation? C'est Marchter qui s'adresse au Boudou. On va relire la phrase. Il courut aussitôt chez le Boudou, virgule, le priant de sonner l'alarme, tandis que lui avertirait ses plus proches voisins. Donc, c'est Marchter qui est parti à la secours de l'habitant téméraire en s'adressant à la troisième personne qui est Boudou et il lui prie de bien vouloir sonner à l'alarme. Donc, les indices qu'on a, c'est priant, le verbe déclaratif, c'est le verbe prier et la préposition de. Qui parle à qui? C'est Marchter qui s'adresse au Boudou et c'est le discours indirect comme la première parole rapportée parce qu'il n'y a pas la ponctuation, il n'y a pas un personnage qui est en train de parler par lui-même. Par contre, c'est le narrateur qui nous implique la prise de parole par Marchter. On a 2 paroles rapportées, mais 0,7. La question, on nous a demandé 8. Et si on a demandé 8, c'est que certainement, il y en a 8. Alors, on passe à la troisième. On va directement. Donc, ce ne fut bien vite que mouvement et confusion. Les hommes couraient çà et là, sans aucun but arrêté. Les femmes, les enfants criaient et se lamentaient. Les chiens aboyaient, hurlaient sur tous les tons de la gamme canique. En sorte que le capitaine, que son expérience désignait comme devant diriger les moyens de sauvetage, eut bien de la peine à se faire entendre. Cependant, sur l'ordre de Marchter, les uns courent chercher des câbles, cordes, planches et mardiers, tandis que d'autres dépouillent des clôtures, des bûchers et de leurs écorces de cèdre et de bouleaux pour les convertir en torches. Alors, comme je viens de dire tout à l'heure, le discours indirect libre n'est pas facile à relever dans les textes. Je n'abdéo de cependant. Voilà. Donc, cependant, sur l'ordre de Marchter. Sur l'ordre de Marchter. Lorsqu'on dit cette phrase, je ne Marchter, le personnage Marchter, il a déjà donné l'ordre à d'autres personnes. Il a déjà donné l'ordre, ou grâce à quoi il va donner l'ordre? Grâce à une parole. Donc, ce n'est pas seulement un discours indirect, mais c'est un discours indirect qui est très implicite. Donc, sur l'ordre de Marchter, les uns courent chercher des câbles, cordes, planches et mardiers, tandis que d'autres dépouillent les clôtures, les bûchers et leurs écorces de cèdre et de bouleaux pour les convertir en torches. La troisième parole rapportée, Tebda. Tebda, la 10e ligne, la ligne 10, les uns courent chercher des câbles, cordes, planches et mardriers, tandis que d'autres dépouillent les clôtures, les bûchers et les écorces pour les convertir en torches. Les indices qui indiquent que c'est une parole rapportée et que c'est un discours indirect, libre, c'est la phrase sur l'ordre de Marchter. Parce que ça suggère indirectement une prise de parole par le personnage Marchter. Donc, sur l'ordre de Marchter implique déjà que Marchter, comme étant un personnage, il a déjà pris la parole et l'a présenté un ordre. C'était un impératif. Donc, l'indice qui nous montre que c'est un discours rapporté, c'est l'expression sur l'ordre de Marchter. 2 points. Une expression qui suggère directement la prise de parole par le personnage Marchter. Dans cette situation, qui est l'énonciateur et qui est le récepteur, c'est Marchter qui s'adresse aux villageois, c'est-à-dire les hommes, les femmes qui essayent d'aider la petite victime. Donc, la situation, c'est que Marchter a donné l'ordre
aux villageois ou bien il s'est adressé aux gens présents autour de lui. Ce type de discours est un discours indirect libre. Comme on a dit tout à l'heure, parmi les indices qui vous aident à relever un discours indirect libre, c'est l'absence d'un verbe déclaratif. Dima au discours direct ou bien au discours indirect, on a toujours un verbe déclaratif. Par contre, le discours indirect libre, vous ne devez pas trouver des verbes déclaratifs. Généralement, vous ne trouvez pas des verbes déclaratifs. Mais vous trouvez une prise de parole qui est suggérée par une autre expression. Ça peut vous aider. Quatrième phrase ou bien quatrième prise de parole. Donc, cependant, je reprends la lecture. Cependant, sur l'ordre de Marchter, les uns courent chercher des câbles, cordes, planches émardiers, tandis que d'autres dépouillent des clôtures, des bûchers et leurs écorces de cèdre et de bouleau pour les convertir en torches. La scène s'anime de plus en plus à la lumière de ces comptes flambeaux qui jettent au loin leurs éclats vifs et étincelants. La multitude se répand le long du virage jusqu'à l'endroit indiqué par le vieux marin. Jusque-là, il n'y a rien. Dumais, c'est le personnage victime qui est tombé dans la glace. Dumais, qui avait entendu pas assez de patience d'arriver ses secours, leur cria quand il fut apporté de se faire entendre, de se hâter, car il entendait sous l'eau des bruits sourds qui semblaient venir de loin vers l'embouchure de la rivière. Dumais, c'est le personnage en situation précaire, taïr fil glace. Dumais qui avait attendu avec assez de patience l'arrivée de secours Mskin Qadistan, leur cria, les villageois, les gens qui essayent de le sauver, leur cria, le verbe crier au passé simple, quand il fut apporté de se faire entendre, de se hâter. Par exemple, Sarah, on vous dit « j'ai hâte de vous voir ». J'ai hâte, c'est-à-dire j'attends avec impatience. Donc, ou bien j'ai hâte, ou bien j'essaie de donner des définitions simples des mots difficiles. Hein. Donc, de se hâter, car il entendait sous l'eau des bruits sourds qui semblaient venir de loin vers l'embouchure de la rivière. Il était dans une situation précaire, قاعد يطيح في الجلاس اسمع حس نتاع الماء قاعد يجي. Donc, يصيح يقول لهم اذبوا. Donc, là, on est dans la 16e et 17e ligne du paragraphe. Madame Soumaya, si vous êtes là, s'il vous plaît, نجم تهبطي لهم شوية عايشك. Voilà. Donc, je suis à la 16e ligne, juste après le paragraphe de cependant sur l'ordre du marché, de Marchter. Donc, la 16e ligne, Dumais, qui avait attendu avec assez de patience l'arrivée des secours, leur cria quand il fut apporté de se faire entendre, de se hâter, de faire un peu vite, car il entendait sous l'eau des bruits sourds qui semblaient venir de loin vers l'embouchure de la rivière. Donc, ce qu'on va relever à la lettre, se hâter, car il entendait sous l'eau des bruits sourds qui semblaient venir de loin vers l'embouchure de la rivière. C'est comme si le personnage du Massé, on va dire, si c'était au discours direct, il va leur dire, et Dumassé cria, guillemets, faites vite, j'entends des bruits qui viennent de l'eau. Donc, la phrase qu'on va relever, se hâter car il entendait sous l'eau des bruits sourds qui semblaient venir de loin vers l'embouchure de la rivière. Les indices qui montrent qu'il s'agit d'une parole rapportée et leur nature. Donc, bien évidemment, on a le verbe cria, c'est un verbe déclaratif. C'est le verbe crier au passé simple. C'est un verbe déclaratif. Vous n'êtes pas supposé dire c'est le verbe crier au passé simple. Moi, je vous donne plus d'informations. Mais vous, ما تتقيدوا حد الكيستيون. ما قالكش هو قال لي شنو le verbe ولا le passé ولا le temps نتاعو. Mais je vous donne plus d'informations. Donc, cria, c'est le verbe déclaratif.
et la préposition de. De se hacher, de se hâter, pardon, de se hâter. Et dans ce cas, qui est l'énonciateur et qui est le récepteur de la parole, c'est le personnage du mais qui s'adresse aux gens qui essayent de le sauver. Donc, c'est le personnage du mais qui s'adresse aux gens qui essayent de le sauver. Ou bien, tout court, c'est le personnage du mais qui s'adresse aux gens sur le rivage. Et dans ce cas, je suppose, la réponse, il s'agit d'un discours indirect. Bien évidemment, on n'a pas de ponctuation, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de guillemets, il n'y a rien de rien. Donc, c'est une parole qui est présentée implicitement dans le discours. Ma femme est interruption de récit, ma femme est une personne qui est en train de parler par lui-même. Par contre, c'est le narrateur qui est en train de reformuler les phrases du personnage du mais avec ses propres mots. Donc, ça, c'est le discours indirect. La phrase suivante, déjà, ça commence par un tiret. Il n'y a pas un instant à perdre, mes amis, dit le vieux capitaine. Ça, c'est un autre personnage. Car tout annonce la débâcle. Donc, ça, c'est un autre personnage. Et la phrase déjà commence par un tiret. On a 2 points, guillemets, ou bien les tirets qui annoncent une réplique. Donc, il n'y a pas un instant à perdre, mes amis, dit le vieux capitaine, car tout annonce la débâcle. La parole qu'on va reporter, c'est toute la phrase, pratiquement. Il n'y a pas un instant à perdre, mes amis, car tout annonce la débâcle. Car tout annonce la débâcle. Quels sont les indices qui montrent que c'est un discours rapporté? On a le verbe dire. Donc, dire, c'est le verbe déclaratif. On a le tiret. Qui annonce le commencement d'une réplique. On a le tiret qui annonce le commencement d'une réplique ou bien un tiret, 2 points, la ponctuation qui indique la prise de parole. Voilà, ça c'est plus correct. Donc le tiret, vous écrivez le tiret, 2 points, la ponctuation qui indique la prise de parole. Et dans cette situation, qui est l'énonciateur de la parole et qui sont les récepteurs? Donc, c'est le nouveau personnage, le vieux capitaine, qui s'adresse aux gens sur le rivage. Donc, c'est le vieux capitaine qui s'adresse aux gens sur le rivage. Bien évidemment, le type de discours, c'est un discours direct. C'est le personnage lui-même qui est en train de parler. On a la ponctuation qui introduit la prise de parole du personnage. C'est le personnage du vieux capitaine qui est en train de parler par lui-même. On continue la lecture. Et cette prise de parole, voilà, c'est la ligne 19 où il y a le tiret. On continue. Donc, des hommes moins expérimentés que lui voulurent aussitôt pousser sur la glace sans les lier ensemble les matériaux qu'il avait reportés. Mais il s'y opposa car la rivière était pleine de crevasses. Ça, c'est la parole rapportée, la parole rapportée suivante. Pourquoi? Parce qu'on a déjà, mais il s'y opposa. Donc, c'est le verbe s'opposer. Voilà. Donc, c'est le verbe déclaratif qui indique une prise de parole.
Donc, la phrase qu'on va relever, c'est « La rivière était pleine de crevasses ». La rivière était pleine de crevasses. Parce que le verbe s'opposer, c'est le verbe déclaratif qui induit ou bien qui suggère la parole. Ce n'est la parole, ce n'est la phrase, il est supposé à ce personnage. La rivière est pleine de crevasses. Donc, la parole rapportée, c'est la rivière était pleine de crevasses. Les indices et leur nature. Premier indice, le verbe qui suggère la prise de parole, c'est le verbe opposa. C'est le verbe qui suggère une prise de parole. Et la conjonction car et la conjonction car. Mais il s'y opposa car la rivière était pleine de crevasses. Donc, on a un verbe qui suggère une prise de parole, comme tout à l'heure. Et on a la conjonction qui suggère une explication, c'est-à-dire le personnage, il est en train d'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'est opposé à cette décision. Donc, la conjonction suggérant une explication. Ici, dans la situation d'énonciation ou bien dans la situation d'échange, qui s'adresse à qui? C'est Marchter qui s'adresse aux hommes moins expérimentés, au début du paragraphe, des hommes moins expérimentés que lui voulurent aussitôt pousser sur la glace. Donc, c'est Marchter qui s'adresse aux hommes qui sont moins expérimentés. Et le type de discours, je suppose que vous l'avez déduit déjà, c'est comme tout à l'heure, c'est un discours indirect, libre. Il n'y a pas un verbe déclaratif. Par contre, il y a un verbe qui suggère une prise de parole, qui est le verbe opposa. Mais il s'est opposé. On est dans la 6e prise de parole. Il en reste 2 dans tout le texte. Alors, je répète la réponse. La parole rapportée, c'est la rivière était pleine de crevasses. Les indices et leur nature, le premier indice, c'est le verbe opposa, c'est un verbe suggérant une prise de parole. Et le deuxième indice, car, qui est une conjonction qui suggère une explication. Qui est en train de parler à qui? C'est Marchter qui s'adresse aux hommes moins expérimentés que lui. Et le type de discours, c'est le discours indirect, libre, un verbe déclaratif direct, un verbe qui suggère une prise de parole. On continue avec la lecture. Voilà. Donc, Marchter, qui savait la débâcle imminente d'une minute à l'autre, ne voulait pas exposer la vie de tant de personnes sans avoir pris toutes les précautions que sa longue expérience lui dictait. On continue, madame. Somaya. Voilà. Les 2 derniers paragraphes du texte. Donc, la première ligne du paragraphe, c'est la ligne 26. Les uns se mettent alors à encorcher à coups de hache les planches et les madriers, les autres les lient de bout en bout. Quelques-uns, le capitaine en tête, les halent sur la glace, tandis que d'autres les poussent du rivage. Jusque-là, il n'y a pas de parole rapportée, il y a juste une description de ce qui est en train de se faire. Ce pont improvisé était à peine à 50 pieds de la rive que le vieux Martin leur cria. 2 points. Maintenant, mes garçons, que des hommes alertes et vigoureux me suivent à 10 pieds de distance les uns des autres, que tout pousse de l'avant. Donc, la parole rapportée, c'est clair et net, c'est un discours direct. Donc, maintenant, mes garçons,
que des hommes alertes et vigoureux me suivent à 10 pieds à distance les uns des autres, que tout pousse de l'avant. Donc, c'est de la ligne 29 jusqu'à la fin de la ligne 30. Donc, maintenant, mes garçons, que des hommes alertes et vigoureux me suivent à 10 pieds de distance les uns des autres, que tout pousse de l'avant. Les indices et leur nature, c'est évident, c'est le verbe cria, le verbe déclaratif, et les 2 points, la ponctuation qui indique le discours direct. C'est le personnage qui est en train de parler de lui-même, par lui-même, pardon. Donc, c'est le personnage qui est en train de parler. Donc, cria, 2 points, verbe déclaratif. Le deuxième indice, les 2 points, une ponctuation qui indique la prise de parole. Dans cette situation qui est l'émetteur et qui est le récepteur, c'est Marchter qui s'adresse aux hommes qui participent au sauvetage. C'est le personnage Marchter qui s'adresse aux hommes qui participent au sauvetage du pauvre Dumais. Le type de discours, bien évidemment, c'est évident, c'est un discours direct, puisqu'il y a les 2 points, c'est le personnage Marchter qui est en train de parler seul. On continue la lecture pour relever la dernière parole rapportée. Les 2 Marchter, le dernier paragraphe, c'est la ligne 31. Les 2 Marchter, le père en avant, le fils à sa suite, étaient parvenus à environ 100 pieds à la malheureuse victime de son imprudence. C'est le personnage Dumais. Lorsqu'un mugissement souterrain, comme le bruit sourd qui précède une forte secousse de tremblement de terre, sembla parcourir toute l'étendue de la rivière du Sud, depuis son embouchure jusqu'à la cataracte, d'où elle se précipite dans le fleuve Saint-Laurent. Jusque-là, il n'y a pas de parole. À ce mugissement souterrain succéda aussitôt une explosion semblable à un coup de tonnerre ou à la décharge d'une pièce d'artillerie du plus gros calibre. Ce fut alors une clameur immense, la débâcle, sauvez-vous, sauvez-vous, s'écriaient les spectateurs sur le rivage. La dernière phrase du texte, c'est la ligne 37-38, la débâcle, sauvez-vous, sauvez-vous, les points d'exclamation, s'écriaient les spectateurs sur le rivage. Donc, déjà, la parole rapportée, c'est la débâcle, sauvez-vous, la débâcle, sauvez-vous. Les indices, s'écrier, c'est le verbe déclaratif. Et le tiret qui annonce la réplique et le tiret qui annonce la réplique. Dans cette situation, qui s'adresse à qui? Donc, s'écrier les spectateurs sur les rivages. Donc, c'est les spectateurs sur les rivages qui s'adressent aux sauveteurs. Donc, dans cette situation, c'est les spectateurs sur le rivage qui s'adressent aux sauveteurs. Le type de discours, bien évidemment, c'est un discours direct. Alish, ala khatr, on a le tiret, on a la ponctuation et on a déjà s'écrier les spectateurs sur le rivage. Donc, ce sont les spectateurs qui sont en train de prendre la parole. Donc, déjà, on a relevé dans ce petit texte 8 paroles rapportées entre discours direct, discours indirect et 2 exemples de discours indirect libre. Madame Soumaya, vous êtes encore là?
Oui, bien sûr, Madame Salwa. Alors, y a-t-il des questions? فمش حاجة. Je viens de voir une question de Madame Salwa, de Madame Salma, pardon. قبل Mhm. قالت s'il vous plaît نجم تعاودي le premier point mais قلت لها سلمى لو كانت نجم تعاودي تقولي أنا هو le premier point باش Madame Salwa تعاود تفهمه لها. D'accord. Le premier point, je suppose, تحكي على la première parole rapportée. متصورة تحكي. باهي. D'accord. Donc, la première parole rapportée, si elle parle de ça, si elle parle de... إذا كان هي تقصد في la première parole rapportée. Donc, si elle parle de ça, là, il y a Salma, راهي la première parole rapportée, elle se situe dans la première ligne du texte, juste après le chapeau, on a un chapeau de texte, un habitant téméraire nommé Dumas, ça c'est le chapeau du texte. Badi, la première phrase, Marchter, qui connaissait l'état périlleux de la glace crevassée en maintes endroits, lui cria de ne pas bouger, quand bien même il en aurait la force qu'il allait revenir avec du secours. Donc la première parole rapportée, est ne pas bouger, quand bien même il en aurait la force, il allait revenir avec du secours. Donc ça, c'est la première parole rapportée. Les indices avec leur nature, c'est le verbe cria, c'est le verbe déclaratif. On a la préposition de ne pas bouger, et le que, le subordonnant que. Voilà, qu'il allait revenir avec du secours. Si elle parle de ça. Après, bien évidemment, directement, بعد ما نكمل séance نتاعنا, j'envoie la correction à Madame Soumaya et ceux qui ont besoin de la correction, ils peuvent lui envoyer directement les messages et elle, bien sûr, avec plaisir, elle va vous donner la correction. أنا حبيتكم تتابعوا معايا باش ما تلقاوش la correction هكاك directement حاضرة, ça fait c'est pas pédagogique, voilà. Y a-t-il d'autres questions? Si oui, sinon on passe à la deuxième partie. On va travailler un petit sujet qui est dans le thème de la nostalgie, leur premier thème de cette année. On peut avancer, donc s'il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, vous avez la deuxième partie, Madame Soumaya? Oui, une minute. Nabil, c'est bon? هذا سي لانتيغراليتي دو ليكرون مش الدوكيمون راهو. هاكا ليكرون شفتو ميثودولوجي دو ريداكسيون هاكا ولا؟ Oui. اش قلت لي؟ Madame Salwa, الميثودولوجي دو ريداكسيون هاكا ولا؟ Oui, oui, voilà. J'ai pas pu Nabil كيف ما قلت لي ما نجمتش donc باش نربح باه سي با غراف باهي اوكي. D'accord. Donc, on passe à la deuxième partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Madame Salwa, Oui, merci. Ben, alors, comme vous le savez, quand vous allez passer votre bac, Inch'Allah, bien évidemment, vous avez la partie de compréhension de texte, la partie de langue et la partie qui est vraiment très, très importante, qui est la rédaction. Alors, Alish, la rédaction, elle est très importante pour un bachelier. De un, parce que lorsque vous allez rédiger, vous allez refléter votre niveau d'argumentation.
et de persuasion en tant que bachelier ou vous allez faire votre choix universitaire et ainsi de suite. Donc, essentiellement, il faut que l'expression écrite, on est censé rédiger, on est censé on est censé et ainsi de suite. C'est justement parce que ça va refléter votre logique, votre manière de penser, votre façon et votre capacité à mettre des idées de manière cohérente, à présenter des idées de manière cohérente et à bien écrire. Mais à bien écrire, ça ne sous-entend pas un langage vraiment genre, on ne va pas vous demander quand même d'être Victor Hugo à la Balzac ou à la Flaubert. Par contre, on va vous demander un minimum d'un bachelier ayant étudié, on va dire, la majorité de son parcours en langue française. Donc, parmi les thèmes liés, comme vous avez le thème de la nostalgie pour l'enfance, la nostalgie pour les souvenirs, la nostalgie pour le passé, et la nostalgie, comme ça peut être individuelle, personnelle, comme ça peut être une nostalgie qui est collective, qui est en rapport avec les sociétés. Donc, les sociétés ou bien les communautés qui ont une nostalgie envers leur passé, envers leurs traditions, envers leurs histoires et ainsi de suite. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous aider. On voit déjà le sujet, il est simple, c'est pas un sujet qui est très compliqué. Après, par la suite, moi, je vous ai donné tout ce qu'il faut, parce que même au niveau de la rédaction et au niveau des exemples et tout ça, vous avez tout ce qu'il faut. Par contre, pour ceux qui souhaitent prendre le même sujet, le travailler à leur manière, le rédiger à leur manière, vous laissez de côté juste taqra ou sur ce que j'ai donné. Et ceux qui souhaitent le travailler à leur façon et à leur manière, est-ce qu'il va faire des fautes ou est-ce qu'il est capable de rédiger ou parce qu'il vaut mieux que même s'entraîner. خير من تجي نهار l'examen de français تلقى روحك عندك قداش tu n'as pas rédigé تلقى صعوبة في الكتيبة donc تلقى صعوبة باش تلقى les arguments تلقى صعوبة باش تخمم vous allez trouver pas mal de difficultés donc celui qui souhaite faciliter la tâche يسهل التاش على روحه قبل le jour de l'examen celui qui souhaite rédiger مرة أخرى ce sujet moi je suis là pour les corrections donc vous rédigez vous envoyez à Madame Soumaya, elle m'envoie les copies et moi je vous corrige vos rédactions. Vous facilitez la tâche pour vous. L'examen, déjà des arguments et ainsi de suite. Donc, le sujet, on va traiter un sujet qui porte sur la nostalgie, sur les histoires, sur la tradition, et on va le traiter à la manière d'un plan dialectique. Un plan dialectique, c'est le plan de thèse, antithèse, synthèse. Donc, vous avez deux parties. B. Donc, le sujet Hawa, c'est une citation très connue de Victor Hugo, le poète Victor Hugo, de la tradition féconde sort tout ce qui couvre le monde. De la tradition féconde sort tout ce qui couvre le monde. La tradition, l'histoire, notre tradition, notre histoire, notre civilisation, notre passé en d'autres termes. Féconde, la fécondité, c'est être fructueux. Donc, de la tradition féconde, riche, sort tout ce qui couvre le monde. Donc, de notre passé sort tout ce qui importe à notre futur. Donc, le passé, si vous voulez, c'est lui qui donne la naissance au futur du monde ou bien des civilisations, si vous voulez reformuler la phrase. Le sujet. Dans quelle mesure la fidélité au passé et l'attachement aux traditions peuvent-ils éclairer l'avenir et favoriser le progrès? Je répète, dans quelle mesure la fidélité au passé et l'attachement aux traditions peuvent-ils éclairer l'avenir et favoriser le progrès? Donc, vous développez votre point de vue en vous appuyant sur des exemples tirés de vos lectures et de vos expériences personnelles. B. Dans ce cas, lorsqu'on vous demande dans un sujet de développer votre point de vue à vous, vous pouvez opter pour un plan à une seule partie.
Mais dans ce genre de sujet où on peut avoir un point de vue pour et un point de vue contre, ça serait un peu déséquilibré. Je t'envoie un plan déséquilibré si vous allez opter pour un seul point de vue. علاش على خاطر le sujet يحتمل le pour et يحتمل le contre. C'est un sujet à débat, à débattre. Donc l'idée de thèse et antithèse, elle est présente là fortement. Donc pour éviter les plans déséquilibrés, il vaut mieux opter pour des plans à thèse, antithèse. Je suis pour, mais je suis contre. Je valorise cette hypothèse, mais en même temps, il ne fallait pas que, voilà, machin, machin. Alors, comment est-ce que vous allez travailler? Donc, ce que j'ai fait moi, c'est que vous avez de ce côté l'essai rédigé et vous avez de cette partie le commentaire. Donc, vous avez l'introduction, l'objet de la discussion, l'introduction du point de vue, la problématique reformulée, la première partie, l'idée directrice, rejeter entièrement le passé serait certes une erreur moralement et culturellement. Donc, dans la première partie, vous allez défendre l'idée qu'il ne faut pas rejeter entièrement son passé parce que celui qui n'a pas de passé n'a pas de futur. Et vous allez par la suite argumenter. Alors, pour être méthodologiquement dans le politiquement correct, si vous allez opter pour deux parties, par exemple dans le plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse, dans la première partie, vous allez présenter deux arguments avec deux exemples. Dans la deuxième partie, vous allez présenter deux arguments avec deux exemples. Généralement, on peut croiser, par exemple, avec mes étudiants, je peux trouver des plans dialectiques, thèse, antithèse, avec une très grande première partie, une très petite deuxième partie. Alors, ça, c'est un déséquilibre au niveau de votre sujet et au niveau de votre méthodologie qui est bien évidemment noté parce que le sujet, généralement, il est sur 10 points ou bien sûr, il est 8 points. Il faut compter que la méthodologie de votre rédaction, elle compte le plus dans la note. Donc, veillez à ce que les deux parties soient égales. Donc, le nombre d'arguments, c'est le même dans la première partie et dans la deuxième partie. Alors, donc, pour la première partie, vous allez rejeter l'idée de rejeter directement son passé, donc vous allez la nier. Et vous allez présenter un premier argument avec une explication, un exemple, un deuxième argument avec l'explication et l'exemple. Par la suite, entre la première, excusez-moi, et la deuxième partie, il doit toujours avoir une cohérence. Finalement, ce sont des idées cohérentes. Donc, il faut présenter cette cohérence. Et par la suite, vous annoncez la deuxième partie. Comment ça va être cohérent? Donc, dans la partie de la transition, vous allez faire une petite synthèse ou bien un petit résumé de tout ce que vous venez de dire dans la première partie. Et à la lumière de cette petite synthèse de la première partie, vous allez annoncer votre deuxième partie ou bien vous allez annoncer votre antithèse, comme ici, en considérant ainsi le passé comme base de la morale et de l'identité, on maintient vivante une culture, mais en le prenant comme une époque à revivre exclusivement, on mettrait l'avenir en danger de mort. Donc, vous avez fait une synthèse entre la première partie dans laquelle vous valorisez le fait d'avoir un passé et de le valoriser, mais aussi vous introduisez l'idée que se rattacher infiniment à son passé pourrait bien évidemment nuire à son futur. Et par la suite, vous proposez ou bien vous annoncez votre deuxième partie. Refuser des changements nécessaires, signer le progrès et c'est arrêter l'évolution de la société. Il y a de l'argumentaire. Il faut bien mettre dans la tête et les deux parties deux parties équilibrées. Moi, je partie là bien blindée, bien argumentée, béton armé, ou partie c'est-à-dire l'antithèse تكون ضعيفه وماهيش argumentée. لهنا العامل نتاع الوقت يحكم فيك. انت وقت اللي يبدا عندك un examen de français, je sais pas psychiatrie par exemple, vous devez تعرف كيفاش تقسم وقتك. معناتها كل حاجه التكست تعطيه وقته، les questions de compréhension تعطيه وقته، مو السوجي تعطيه وقته، على خاطر يلزمو خدمه، il faut de la réflexion sur ce qu'on vous demande، il faut chercher des arguments، يلزمك تعرف شنو تكتب. ديما ونعاودوا نقولوا الكونكلوزيون والانتروداكسيون راهم اخر حاجه تستخدم.
ما تخدموش الconclusion et l'introduction. Laissez-les à part, تخدموهم آخر حاجة. Par contre, il faut bien blinder son contenu. Bien évidemment, حتى l'introduction et conclusion لازم يخدموا بالكدا. Mais تخدم le corps de sujet نتاعك باش من بعد تنجم تربط entre la conclusion, entre l'introduction et la conclusion. Donc, la deuxième partie, qui m'a la première, un argument plus une explication exemple. Deuxième argument, explication exemple et votre conclusion, la synthèse des deux parties. B. Alors, je vous ai mis en rouge les connecteurs logiques. Alors, il n'y a pas d'argumentation sans connecteur logique. Il y a un sujet qui n'est pas, dans lequel vous n'utilisez pas de connecteur logique. Il y en a pêle-mêle. Je vais vous envoyer un document. Vous allez pratiquement, même si votre argumentation, elle est bien écrite, elle est bien faite, vous avez donné de bons arguments, il est obligatoire, il est impératif d'employer les connecteurs logiques. Rien ne fonctionne sans des connecteurs logiques. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Et c'est à vous par la suite de voir. Madame Soumaïa, est-ce que vous pouvez balancer un petit peu, s'il vous plaît, l'écran? Voilà. Donc, vous restez avec moi parce que je vais lire toutes les C. Donc, l'introduction. Objet de la discussion introduite d'un point de vue et problématique posée. Alors, votre introduction. Vivre le présent de façon satisfaisante, envisager sereinement l'avenir, c'est l'objectif de chaque être. Pour cela, certains, curieusement, se tournent résolument vers le passé. Leur modèle unique, ils crient à la trahison au moindre changement de mentalité ou bien de mode de vie. Que les siècles d'heures enfuis soient pleins d'enseignements et une chose, mais fidélité et attachement ne signifient pas aveuglement. Là, vous avez introduit toute la thématique du sujet et vous avez reformulé la problématique posée. Dans votre première partie, vous allez rejeter entièrement le passé serait certes une erreur morale et culturelle. Donc, la première idée, elle est introduite. Nous sommes contre le fait de rejeter son passé. Beaucoup de coutumes sont très bien utilisées, sont très, très utiles. La sagesse des ancêtres, les expériences vécues, qu'elles soient positives et négatives, sont autant de leçons de la bonne conduite. Donc, ça, c'est un argument, plus l'explication. L'exemple, le respect du parent et les personnages âgés, les rapports du bon voisinage. Madame Soumaïa, vous pouvez faire descendre l'écran, s'il vous plaît? Voilà. Donc, beaucoup de coutumes sont encore très utiles. La sagesse des ancêtres, les expériences vécues, qu'elles soient positives ou bien négatives, sont autant de leçons de bonne conduite. Le respect dû aux parents et aux personnes âgées, les rapports de bon voisinage, les actes de solidarité, les hérités des anciennes générations écartent tout ce qui pourrait nuire aux bonnes relations entre les humains. Donc, ça, c'est votre premier argument. Le deuxième argument est le connecteur logique. De plus, certaines traditions possèdent une importance significative. Elles sont, en effet, des traces concrètes de l'évolution d'une société donnée. Ça, c'est votre deuxième argument, plus l'explication. L'exemple, Madame Soumaïa. Voilà. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, donc, les exemples, le raffinement de la cuisine, l'élégance de la richesse des coutumes régionaux, les rites accomplis les jours de fête, non seulement marquent l'appartenance de l'individu à une communauté unie, mais révèlent aux étrangers le haut degré de civilisation de cette société. Donc, ça, c'est votre première partie, dans laquelle vous avez mis en valeur l'importance d'un passé dans la vie d'un individu ou bien dans la vie des communautés. Alors, on va maintenant faire la transition pour la deuxième partie. Donc, la partie de la cohérence, c'est dans laquelle vous allez faire une petite synthèse de ce que vous venez dire dans la première partie, de ce que vous venez défendre en première partie, et vous allez annoncer votre antithèse. En considérant ainsi
le passé comme base de la morale et de l'identité, on maintient vivante une culture. قد ما تتشبث بالماضي نتاعك قد ما تقعد حية ثقافتك. Mais en le prenant comme étant une époque à revivre, نشدو نعيشو معاه الباسي ومنحاولوا انه نعاودوا نعيشو كيما هو, exclusivement on mettrait l'avenir en danger de mort. اللي يتكبث برشا بالباسي نتاعو, il risque ما يكونش عنده futur. Donc l'année, vous allez introduire implicitement votre deuxième partie ou bien votre deuxième idée directrice. Refuser des changements nécessaires, c'est nier le progrès et c'est arrêter l'évolution de la société. Donc, généralement, en période de crise identitaire ou en période de crise, les civilisations, généralement, elles ont tendance à se remémorer ou bien à sentir la nostalgie pour les siècles d'or, on va dire. كيما احنا توا par exemple التوانسة نقولوا يا حسرة على وقت بورقيبة ولا يا حسرة على هيك البريود. C'est ça la crise d'identité pour certaines civilisations ou bien pour certaines communautés ou bien pour certains individus. Donc, en période de crise, les communautés, elles ont tendance à être très nostalgiques pour leur passé. Donc, ce qui fait que refuser des changements nécessaires, c'est nier le progrès et c'est arrêter l'évolution de la société. Premier argument plus explication. D'abord, connecteur logique. Toutes les traditions ne sont pas bonnes à garder. Certains aspects du passé relèvent de l'obscurantisme dû à l'ignorance. On ne peut plus aujourd'hui accepter les superstitions, des fausses croyances, tout ce qui maintient les hommes dans la servitude et la peur. Donc, l'année, on va mettre l'accent sur les points négatifs ou bien les points péjoratifs de notre passé. Alors, donc, on ne peut plus aujourd'hui accepter les superstitions, des fausses croyances, tout ce qui maintient les hommes dans la servitude et la peur. Un malade doit s'adresser à un médecin et non pas à un charlatan. Charlatan ou malmoucharoudine. Donc, premier argument, voilà, et exemple, charlatan. Ensuite, deuxième argument, n'admirer que les œuvres, les valeurs d'autrefois, ce n'est pas faire œuvre, ne pas chercher à améliorer les conditions de vie. Imiter en tout les ancêtres, refuser les apports des temps nouveaux, empêche l'épanouissement de l'individu, appauvrit la civilisation. Où en serait la société tunisienne aujourd'hui, on n'en avait pas encouragé les esprits à ouverture aux idées de cette fin de siècle. Donc, vous avez votre deuxième argument expliqué et l'exemple de la société tunisienne. Pour la conclusion, il ne faut pas trop chercher midi à 14h et pour l'introduction, il faut tout simplement l'introduction, savoir mettre en valeur votre problématique, savoir présenter votre problématique et pour la conclusion, il suffit de synthétiser les deux parties. S'inspirer du passé, préserver ce qu'il nous a légué du bien, oui, certes, mais si agrapper aveuglement n'est pas non plus raisonnable. Nos ancêtres ont innové, alors respectons-les en les suivant sur cette voie. Ça, c'est un exemple de rédaction pour un plan dialectique ou bien pour le plan de prise de position nuancée, thèse, antithèse, synthèse. Ceux qui veulent le reproduire, c'est-à-dire vous prenez ce même sujet et vous le travaillez avec vos propres mots, avec vos propres expressions, des arguments où vous mettez en valeur les connecteurs logiques, les idées ils sont cohérents. Moi, je suis là, vous envoyez à Madame Soumaya et moi, je ferai votre correction. Généralement, les épreuves de baccalauréat, vous allez toujours avoir affaire à des plans dialectiques, thèse, antithèse, synthèse. Sinon, si on vous demande de travailler une prise de position absolue, donc ou bien oui ou bien non, partie wahda, ça c'est autre chose. D'ici la dernière séance, on va travailler un sujet qui porte sur une prise de position absolue. Mais généralement, vous avez le plan de dialectique, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. J'espère que ça a été clair pour aujourd'hui. Madame Salwa, ça a été Merci, madame. Très clair et très enrichissant qu'il a. Les candidats, que ce soit les candidats باوفينا ولا que ce soit اللي باش يعاودوا يشوفوا الفيديو كيف ما قلت لكم احنا لي فيديو اس اكس فاكس باش تخليهم على ذمتكم.
في ظرف la semaine هذه إذا vous trouvez des questions تراجعوا vous visualisez pardon الفيديو تعملوا une révision عندكم أي question vous nous envoyez sur notre page votre question et bien sûr la semaine prochaine mercredi prochain à 15h Madame Salwa قبل ما تبدا la séance elle va vous faire تجاوب لكم على les questions نتاعكم à nous envoyer les questions نتاعكم ويعطيك صحة مرة أخرى مدام سلوى. عايشك ميرسي. يعيشك. لي فيتور باشوليي يلا توا سايي بون ريبريز ليكم الكوليكية وإن شاء الله بالنجاح وإحنا توا في الديريكت ils ont annoncé que à Sfax puisque إحنا SFX في صفاقس il y a plus de corona في صفاقس donc الحمد لله Dieu merci. الحمد لله يا ربي الغمة بدات تنزاح والفرج قريب وإن شاء الله الكل شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي. إن شاء الله يا ربي. Madame Salwa, merci beaucoup une autre fois. Merci à vous. À mercredi prochain. Lala. Inch'Allah. Merci. Au revoir. Très bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir.